Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon plaisir d'être ici et de saluer l'initiative que vous avez prise de m'inviter et surtout d'organiser cette convention. Je salue votre souci d'ouverture à la société civile, notamment dans vos travaux, c'est un point absolument essentiel. Je salue aussi votre volonté de prendre du champ par rapport à l'actualité. Votre volonté de prendre du champ par rapport à l'actualité, je ne suis pas sûr que ça soit totalement évident, mais je suis sûr que vous y emploierez. Nous essayons, nous aussi, de nous y employer à prendre du champ par rapport à tous les débats légitimes d'ailleurs en matière de politique énergétique qui ont lieu en France et ailleurs d'ailleurs, et notamment dans le contexte de l'après-Fukushima. Nous sommes une autorité indépendante. Quand on dit ça, il faut se situer par rapport à quoi? Il faut répondre à la question par rapport à quoi? Quand nous nous présentons, nous avons l'habitude de dire que nous sommes indépendants par rapport à tous ceux qui portent un message de politique énergétique. Bien entendu, les exploitants portent un message de politique énergétique, les ONG portent un message de politique énergétique, qui n'est pas le même a priori. Le gouvernement aussi porte un message de politique énergétique, c'est même son rôle, et nous attachons à être indépendants de toutes ces parties prenantes. Alors évidemment, on ne peut pas être indépendant de tout le monde, on est rattaché fondamentalement au Parlement et par-delà le Parlement, aux citoyens dans notre action. Le thème que vous avez choisi est un très très bon thème d'actualité, je suis obligé de le dire, d'actualité pour vous, d'actualité pour nous aussi. Dans les textes en français, il n'est pas fixé de durée à l'exploitation des centrales nucléaires et plus largement de l'ensemble des installations nucléaires de base. Par contre, dans les textes français, il est fait obligation d'avoir des examens périodiques de sûreté, au maximum tous les 10 ans, et c'est ce que nous sommes attachés à faire, à mener, pratiquement depuis l'origine d'ailleurs du parc nucléaire. Et à chacun de ces réexamens, il y a 2 exercices qui sont menés. D'abord un exercice de conformité des installations, vérifier qu'on est toujours dans les clous de ce qui était initialement prévu. Et deuxième chose, un examen d'amélioration, de voir ce qui est possible de faire pour améliorer la sûreté. C'est un principe qui est dans la loi, maintenant depuis 2006, qui a été progressivement appliqué sur le parc français. Et j'insiste sur ce deuxième point, cette idée d'amélioration continue de la sûreté que l'on doit tâcher de mettre en œuvre à chaque réexamen décennal. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Actuellement, pour les plus anciennes tranches, on est en train de passer le 3e réexamen décennal et nous avons été amenés, centrale par centrale, à nous prononcer sur les améliorations de sûreté qui devaient être mises en œuvre pour pouvoir aller au prochain réexamen de sûreté, donc celui des 40 ans pour faire simple. Nous avons pris sur ce sujet du passage de 30 à 40 ans une position générique positive et nous nous attachons, réacteur par réacteur, à prendre parti. Nous l'avons fait par exemple sur Fessenheim, une centrale qui est elle aussi au cœur de l'actualité. Mais le réexamen suivant, le 4e, a une portée toute particulière. Portée toute particulière pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'à l'origine, dans les présentations, dans les enquêtes publiques initiales, etc., ce qui a été dit et valablement dit, c'était que les centrales étaient prévues globalement pour aller jusqu'à 40 ans, et c'est ça qui a été dit, expliqué, notamment au public dans le cadre des enquêtes publiques initiales. Deuxième chose, au plan technique, les dossiers ont été conçus sur cette même base, c'est-à-dire qu'il a été vérifié à l'origine, et c'est revérifié périodiquement, il a été vérifié que 40 ans, ça passait au plan technique, en termes de sûreté notamment, et tous les dossiers qui ont été fournis étaient établis sur cette base-là. Je pense aux dossiers d'analyse des contraintes, les DAC, les questions de tenue de la cuve sous irradiation, vieillissement sous irradiation ont été basées là-dessus. Et donc, le passage, l'éventuelle extension au-delà de 40 ans, est un vrai sujet, puisqu'il s'agit de concevoir un autre dossier pour voir si on peut aller au-delà. Donc pour nous, c'est un rendez-vous hors norme. Et ce que nous avons l'habitude de dire publiquement, comme d'habitude,
c'est que l'extension au-delà de 40 ans n'est pas acquise. Et notamment, ce n'est pas une réserve d'examen que nous formulons. Il y a évidemment une réserve d'examen d'un dossier qui reste globalement à fournir, mais c'est parce qu'il y a des vrais sujets à regarder. Alors, notamment parce que nous avons pris comme principe, alors toujours les mêmes, notamment la question de la conformité des matériels reste toujours posée, et elle restera posée dans la durée, mais parce que nous considérons que pour aller au-delà de 40 ans, il faut améliorer la sûreté et regarder les améliorations de sûreté possibles au regard des critères de sûreté de la génération 3. C'est une position qui n'est pas que française, elle n'est pas partagée internationalement. Et s'il y a des collègues de la NRC, nous en avons discuté à la conférence RIC la semaine dernière, et nous avons l'habitude d'en discuter. Nous n'avons pas la même position, par exemple, que la NRC, mais au niveau européen, nous avons pris le parti de dire qu'effectivement, cette extension devait être regardée au regard des critères de sûreté de la dernière génération, donc de la génération 3. Pour quelle raison ? La raison, c'est une raison de principe qui considère quelle est l'alternative à cette extension, en tout cas dans le domaine nucléaire. L'alternative à cette extension, ce serait, dans le domaine nucléaire, j'insiste, ce serait de construire une nouvelle centrale. À l'évidence, une nouvelle centrale devrait être construite suivant les règles de la troisième génération. Et c'est pour cela que nous avons mis sur la table ce principe que l'extension au-delà de 40 ans doit se faire en gardant en référence les critères de la génération 3. C'est très proche de ce qui se fait dans le domaine de l'industrie classique. C'est le principe d'appliquer les meilleures technologies disponibles. Et les meilleures technologies disponibles dans le domaine nucléaire actuellement, c'est la génération 3. Une fois qu'on a posé ça, ça veut dire que ce rendez-vous, il n'est vraiment pas, ce rendez-vous, cette question-là, de passer au-delà de 40 ans, n'est vraiment pas acquise, parce qu'il y a des vrais sujets derrière. Encore une fois, ce n'est pas une réserve d'examen. Imaginez que des réacteurs de génération 2 puissent aller vers la génération 3, c'est plein de sujets techniques compliqués qu'il va falloir regarder. Avec EDF, nous avons conclu, en juin dernier, nous avons adressé une lettre à EDF qui donnait un accord sur le contenu du dossier que nous attendions, avec ce principe évidemment à appliquer. Donc nous sommes en clair d'accord sur le sommaire du dossier, nous attendons le dossier et nous allons avoir, en anticipation de l'examen formel de ce futur dossier, nous avons un cycle de 3 séminaires qui doit se dérouler, techniques, relativement informels, mais enfin qui seront évidemment importants, qui doivent se dérouler d'ici la fin de ce semestre pour examiner les principaux sujets de sûreté qui se posent dans le cadre de ce réexamen. Je vais en lister quelques-uns. Encore une fois, nous ne formulons pas une réserve d'examen, il y a de vrais sujets. Un sujet qui notamment a été mis en lumière par l'accident de Fukushima, c'est le sujet de la sûreté des piscines de combustible. À l'évidence, Fukushima a montré que c'était un vrai sujet. Ce n'était pas un sujet qui était clairement dans le champ avant, pour être tout à fait clair. Il l'est maintenant. Que peut-on faire pour protéger les piscines contre des accidents, éviter les accidents, et notamment liés aux agressions externes? Ce n'a rien d'une évidence. Je sais que DF y travaille, nous avons déjà eu quelques discussions, mais comment être sûr que l'eau, l'inventaire en eau est en toutes circonstances conservé, quelles que soient les agressions externes, n'est pas totalement une évidence. Comment protéger éventuellement ces mêmes piscines contre les agressions externes, ce n'est pas une évidence. La conception des centrales françaises diffère de certaines autres centrales européennes dans ce domaine-là. Donc on a un vrai sujet. Que peut-on faire pour éviter le percement du radier en cas d'accident grave? Voilà, je pose la question. Ce n'est pas une question évidente, en tout cas il n'y a pas de solution évidente. Là aussi, nous devons en discuter. Que faire pour diminuer la probabilité de fusion du cœur, comme c'est le cas pour les centrales de génération 3? Que faire pour éviter qu'en cas de fusion du cœur, le confinement ait un problème? Et comment refroidir et évacuer la puissance à l'intérieur? Il est évident que sur ces questions-là, qui sont des questions importantes, et encore une fois, à chaque fois, elles ont leur pendant dans les critères fixés pour la génération 3, que faire pour aller répondre à ces questions-là? Il y a une partie des réponses qui sont aussi apportées
par les actions menées dans le cadre des suites de Fukushima. On a eu des discussions avec EDF sur ces sujets-là. À l'évidence, ce qui a été proposé, qui reste à mettre en place, ce qui a été proposé pour diminuer la probabilité de fusion du cœur en s'appuyant en durcissant entre guillemets les générateurs vapeur, fait partie des choses qui vont dans le bon sens. La mise en place d'un système de refroidissement de l'enceinte va à l'évidence dans le bon sens. Donc toutes ces choses vont dans le bon sens, mais elles ne répondent pas à toutes les questions qui se posent dans le cadre d'aller vers la génération 3. Et donc c'est toutes ces questions-là que nous avons encore devant nous, qui sont importantes et sur lesquelles il est urgent globalement d'apporter des réponses. Ça sera oui, ça sera non, on verra, mais c'est des questions essentielles. Et par ailleurs, on a un temps relativement limité. Alors, moi, je me dois de prendre mon temps, évidemment, pour répondre à la question. Mais à l'évidence, vu de l'industriel, mais aussi vu du gouvernement, le fait d'avoir une réponse sur ces questions serait le bienvenu et le plus rapidement possible. Globalement, ce que nous avons en tête en termes de calendrier, que nous exprimons publiquement sur ce sujet, c'est que le premier avis sur la possibilité ou non d'aller au-delà de 40 ans, nous pourrons peut-être le formuler en 2015. Mais ce ne sera qu'un premier avis. Ce que j'imagine, c'est que dans les échanges que nous aurons, nous pourrons globalement avoir un avis final, définitif, générique sur l'ensemble du parc nucléaire français, aux alentours de 2018-2019. Et puis ensuite, nous engagerons, ou non, suivant le résultat de nos travaux, l'examen réacteur par réacteur pour effectivement se prononcer sur le au-delà de 40 ans. Mon dernier point, puis ensuite j'ouvrirai éventuellement aux questions de la salle. Mon dernier point, c'est que la notion de 40 ans n'est pas une notion précise au sens de l'année près. Il y a beaucoup de confusion sur ce point-là. Donc je voulais juste rappeler que le 40 ans, en réalité, n'est pas une notion, c'est pas une date anniversaire. Du jour au lendemain, il ne se passe pas des choses formidables à 40 ans et un jour. Le 40 ans, encore une fois, c'est l'hypothèse de dimensionnement qui a été prise à l'origine. Mais ensuite, quand on vérifie ce qu'ont réellement vécu les réacteurs nucléaires, il y a en réalité une marge. Ils n'ont pas vécu toutes les situations qu'on avait imaginées de manière forfaitaire et avec des marges à l'origine. Donc, par rapport aux 40 ans, c'est en réalité plus de 40 ans qui est inclus dans les dossiers dont nous disposons. Et puis, par ailleurs, globalement, pour nous, le vrai rendez-vous de sûreté, c'est les réexamens décennaux. Et ces réexamens décennaux ont lieu après la visite décennale, et nous nous prononçons à 30 ans et quelques années, objectivement c'est plutôt 2-3 ans de plus, nous nous prononçons pour aller au prochain réexamen, qui doit intervenir 10 ans après. Mais 10 ans après, quelque chose qui est déjà décalé de 2-3 ans. Donc le 40 ans n'est pas à prendre au pied de la lettre, le 40 ans est une notion qui doit être un tout petit peu élargie par rapport à ce qui était à l'origine. Donc voilà, je m'en arrêterai là. Tout ce que je vous ai dit, on l'a déjà dit publiquement. C'est tout à fait, on l'a dit au Parlement, on l'a dit aux associations de protection de l'environnement, on l'a dit, je crois, à EDF, me semble-t-il. Donc tout ça est sur la table, mais il y a un énorme chantier devant nous. J'en ai parfaitement conscience. Je crois qu'EDF aussi en a parfaitement conscience. Je crois qu'EDF est intéressé à ce que ce dossier soit instruit, nous aussi d'ailleurs. Donc voilà. Par contre, je ne préjuge pas, encore une fois, je ne préjuge pas des conclusions de cet examen qui, encore une fois, revêt une importance toute particulière. Je m'en arrête là. J'ai parlé beaucoup de la France, j'avais compris qu'on allait parler de tout le reste aujourd'hui, mais je suis désolé, je parle de mon point de vue, donc voilà. Avez-vous des questions? Ou voire des réponses d'ailleurs? Oui, bonjour monsieur, Serge Vidal, comité d'établissement EDF R&D. Je voulais justement réagir sur ce que vous venez de dire, exprimer une certaine gêne. L'amélioration continue de la sûreté est un point très important et un atout du système français. En même temps, dans la présentation que vous faites de l'étape 40 ans par rapport aux autres décennies, il me semble qu'il y a 3 aspects que vous venez d'exprimer. Un aspect administratif, les enquêtes initiales, un aspect technique, des justifications qui, à mon avis, peuvent être remises sur la table, et un aspect de principe de sûreté.
et il me semble, enfin principe sur meilleure technologie disponible, et que ces trois aspects sont assez différents et dans l'esprit, l'étape 40 ans est souvent vue de l'aspect technique, alors qu'il me semble, et ce que vous venez de dire, ce n'est pas ce qui est le cœur du débat. Donc une certaine gêne de présenter cette étape 40 ans en mêlant trois aspects assez différents par rapport aux autres décennales. Voilà, les choses sont... Enfin, j'aimerais que les choses soient toujours simples et qu'il n'y ait qu'une seule raison, mais effectivement, il y en a trois. Mais le principal point, au-delà de l'aspect enquête publique initiale, le principal point pour moi, c'est qu'effectivement, aller au-delà de 40 ans, significativement, ensuite ça peut être 50, ça peut être 60, encore une fois, j'insiste, le point, c'est que l'alternative, c'est bien la construction de nouvelles centrales nucléaires. Et c'est pour cela que le principe a été posé de regarder cela avec en tête les critères de la troisième génération. Ça, c'est un point essentiel qui fait que ce rendez-vous n'est pas totalement de même nature que ceux des 30 ans ou des 20 ans qui ont précédé. Ça, pour moi, c'est le point essentiel. Mais voilà, il y a d'autres points, mais voilà. Il arrive qu'il y ait parfois un certain nombre de complexités, mais en général, les gens me comprennent quand je dis qu'il y a trois raisons qui font que l'étape est importante. Mais... Bonjour, Thierry Dujardin de l'OCDE. D'où vient, à votre avis, une telle différence de philosophie sur l'extension de la durée de vie entre la France et les États-Unis? Alors d'abord, ce n'est pas entre la France et les États-Unis, c'est entre l'Europe, au moins, et les États-Unis. Bon, je n'ai pas l'origine, je sais que le cadre législatif américain est différent. Leur approche est différente, clairement. Mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup, moi, d'état d'âme par rapport au principe que nous avons posé. Alors, ce principe-là, et ensuite, il va falloir le regarder concrètement, techniquement, voir quelle réponse on y apporte. Mais l'idée de l'amélioration continue, encore une fois, ce n'est pas que dans le champ du nucléaire que cela a été posé, c'est aussi posé dans le champ des installations classiques. Et donc, en tout cas, on retrouve un principe qui est assez fondateur dans la pensée en matière de risque au niveau européen. Mais je crois qu'il y a des collègues de la NRC, donc ils seront peut-être amenés à donner l'explication vue de chez eux. Gérard Sustrac, Société géologique de France. Je suis très frappé du rôle qu'on fait jouer à Fukushima. Si vous aviez été l'autorité de sûreté nucléaire au Japon, auriez-vous autorisé TEPCO à mettre Fukushima à l'endroit où ça a été mis, c'est-à-dire en face de la pire zone de subduction de l'archipel, comme le reste d'ailleurs des centrales qui sont de ce côté-là du Japon, et avec 3 réacteurs au niveau de la mer, alors qu'on sait depuis 10 siècles que les tsunamis dans le coin sont allés beaucoup plus haut que ça, et que le mur qui a été calculé a été très insuffisamment calculé. Or, Fukushima devient maintenant la référence pour engager toute une série de contrôles parfaitement justifiés, la question n'est pas là, mais je veux dire qu'on part d'un exemple qui n'aurait jamais dû exister. C'est dur de se mettre à la place des autres. Clairement, il y a eu beaucoup de critiques, et à mon avis, elle me paraît justifiée, sur le système globalement japonais. Il n'y a pas que l'autorité de sûreté de l'époque qui est à mettre dans le champ d'ailleurs. Mais je me méfie, si je peux me permettre, de ce genre de remarques qui, in fine, visent à dire que c'est un accident japonais qui n'aurait jamais dû se produire, parce que ça coupe court à tout retour d'expérience derrière. Et je crois qu'il faut prendre cet accident majeur avec un peu d'humilité. Par exemple, sur la question de la prévision du tsunami, le premier réflexe, c'est de dire que ça n'aurait jamais dû être là. Évidemment, tout ça était prévisible. J'ai entendu, en tout cas, certains experts qui avaient un peu de recul par rapport au Japon, dire que ce n'était pas si évident que ça. Évidemment, ils auraient dû faire mieux, etc. Oui. Mais encore une fois, j'entends un discours progressivement, on est à 3 ans après Fukushima, qui monte au niveau international pour dire que pour des tas de raisons, c'est un accident japonais, sous-entendu, ça ne nous concerne que très modérément, voire pas du tout.
Et ça me fait extrêmement peur. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour dire qu'un accident est japonais. On n'est pas, tous les pays ne sont pas dans des zones sismiques. Les tsunamis ne sont pas très fréquents en France, à ma connaissance. Leur autorité de sûreté était pour le moins perfectible, etc., etc. Et puis c'est pas le même type de réacteur. Bref, tout un tas de bonnes raisons qui, à la fin, puis ils n'ont pas la même culture. Et les Japonais, d'ailleurs, sont les mêmes, les premiers parfois à dire ça. Et à la fin, quand vous accumulez toutes ces affirmations, vous en tirez le sentiment que, en gros, comme à Tchernobyl d'ailleurs, c'est un accident soviétique, on va dire. Et à la fin, vous faites rien. Donc, je me méfie énormément de ces discours-là. Ils avaient probablement pas bien prévu le tsunami et en tout cas pas fait le nécessaire. Mais la conclusion qu'on en a tirée, c'est que nous aussi, on peut se faire surprendre par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est d'ailleurs toute la démarche qu'on a essayé de mettre en place en France, c'est d'essayer de faire abstraction de l'événement initiateur et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire s'il arrive un truc improbable, non pensé à l'origine. Et dans le raisonnement qu'on a tenu, que je crois robuste, on a essayé de dire qu'est-ce qu'il faut à un réacteur en situation accidentelle. Il faut de l'eau, globalement, et pour avoir de l'eau, il faut des pompes, et pour que les pompes marchent, il faut de l'électricité. Je trouve ça assez robuste. Alors, je ne devrais pas dire ça, il faut toujours faire preuve d'humilité quand on est dans ma position, mais on a essayé de revenir aux fondamentaux en se disant, nous, ça ne sera peut-être pas le tsunami, ça sera peut-être autre chose, mais si on fait abstraction du scénario initiateur, et puis revenons aux basiques de la physique des réacteurs, et si on met en place des systèmes durcis pour faire ça, pour mettre de l'eau. Voilà, c'est ce genre de raisonnement qu'on a essayé de pousser avec le concept de noyau dur qu'on a mis en place, qui se mettra en place. Il y a quelques délais pour le mettre en place complètement. Ma question est liée à la précédente, mais quelle est votre approche? Quels sont les progrès en matière d'évaluation des risques naturels? Il y a eu pas mal de travail de fait. Alors, est-ce que c'est la fin de l'exercice? Non. Pour essayer d'aller plus loin, on l'a fait notamment dans le cadre du séisme toute l'année dernière, parce que c'est un point absolument essentiel. Donc on a beaucoup travaillé, notamment parce que c'est une question centrale. Quand je disais que dans l'approche noyau dur que nous avons mise en place, donc il s'agit de mettre en place des systèmes ultimes qui permettent d'assurer l'appoint en eau dans les réacteurs. Mais une fois qu'on a dit ça, ensuite, il faut évidemment que ces systèmes, quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire grand-chose, soient toujours en capacité de fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut les protéger vis-à-vis des agressions externes. Parce qu'encore une fois, ça sert à rien d'avoir des systèmes s'ils ne sont plus là le jour où on en a besoin. Donc il faut qu'ils soient durcis. Et donc du coup, ça nous a amené à beaucoup de travaux compliqués pour essayer de définir c'est quoi les agressions externes qui dimensionneront ces systèmes. Et c'est évidemment un point important parce que vous ne pouvez pas mettre en place ces systèmes si on n'a pas dit à quoi ils devaient tenir. C'est dimensionnant pour eux et c'est dimensionnant pour passer commande pour les industriels. Et donc il y a eu tout un travail fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'année dernière, qui a conduit à une position de l'autorité de sûreté en janvier dernier, pour dire quelles étaient les agressions externes à considérer. Bon, par exemple, pour le séisme, qui était un point encore une fois très compliqué, j'ai découvert beaucoup de la science des sismologues. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. J'ai compris qu'il y avait des points de vue assez variés sur ces sujets-là. Mais pour donner un exemple, dans le design initial, les séismes qui ont été pris en compte sont des séismes avec des temps de retour de 10 000 ans, en gros, donc 10-4 par an. Et on a pris le parti de durcir, enfin pour les matériels devant être durcis, de doubler ce temps de retour, donc de passer à des temps de retour de 20 000 ans, donc de passer à des séismes 2 fois moins probables. Bon, une fois que j'ai donné des probabilités, il reste à transcrire une probabilité en un niveau sismique, et là l'exercice est encore devant nous. Mais ce principe-là, par exemple, de passer de 10 000 à 20 000 ans, donc de prendre des séismes 2 fois moins probables, donc plus sévères à l'évidence, c'est un principe qui a été appliqué à l'ensemble des installations nucléaires en France, pas simplement aux réacteurs, mais à l'ensemble des installations.
Encore une fois, l'exercice qui est maintenant devant nous, par exemple pour le séisme, c'est de traduire ça en accélération et en spectre. Donc là, il y a encore tout un travail. Je ne doute pas qu'on aura quelques riches échanges là-dessus. Merci beaucoup. Bon, merci à vous.